Salut à tous! Bienvenue pour ce nouveau top retour qui a été décidé par vous en commentaire du dernier top retour sur Cars et qui va porter sur La Belle au bois dormant. Au passage, je pense que c'est la dernière fois que je vais demander l'avis du public, du moins pas sans option, parce que vraiment, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont participé. Quand je vois les niveaux de vote qu'il y avait dans les commentaires des premiers top retours, et quand je compare à maintenant, c'est plus trop ça. Peut-être parce que vous êtes plus inspiré, c'est pas impossible, hein, je peux tout à fait le comprendre, ou parce que ça parle moins, il y a d'autres types de vidéos. Je dis ça alors que, bon, le top retour sur Cars, c'en est plutôt bien sorti, compte tenu de l'affluence actuelle de la chaîne, mais bon. Enfin bref, La Belle au bois dormant, un film un petit peu classique dans son genre, mais qui n'est pas non plus considéré comme parmi les meilleurs qui soient. Un de ceux qui est considéré dans le propos comme ayant un peu vieilli, et je vois un peu en quoi. Mais que je trouve très efficace, sympathique, malgré les petits soucis. Et c'est vraiment un de ces cas un peu spéciaux où j'étais pas sûr si j'allais juste faire la liste des meilleurs points, enfin des pires points, ou un top 10 des meilleurs et des pires. Et je suis plutôt parti sur cette seconde option parce que j'ai fait une critique au détail. Je pense avoir dit plus ou moins tout ce qu'il y avait à dire en bien ou en mal. Maintenant, c'est pas plus mal de hiérarchiser ce qui marche et ce qui marche pas pour moi en fait. Hein, quand j'ai dit une fourchette de notes entre 12 et 14 pour ce qui ne serait pas traité en top retour négatif et positif, c'est pas non plus quelque chose de gravé dans la pierre, d'autant plus que je tiens à rappeler que j'ai baissé la note de ce film qui est passé de 14 à 13,5 sur la tier list que j'ai faite sur les films Disney Animation Studios, au cas où vous vous en souviendriez pas. Enfin bref, tout ça pour dire que ça me paraissait plus pertinent de partir sur un top 10 comme ça, même si c'est clair et net que ça me fait plus de boulot. Hein. Mais au moins, vous verrez ce qui fait que c'est pas non plus sensationnel, mais que ça marche bien. Ça me permettra aussi de revenir sur l'impact, le niveau de certaines plaintes que j'ai formulées quant à ce film qui ont été un peu reprises. Comme ça va être un petit peu plus clair. Et on va pas perdre plus de temps. En avant pour le top 10 des meilleurs et pires points de La Belle au bois dormant. Numéro 10, l'absence de motivation de Maléfique. Voilà, déjà l'éléphant dans la pièce, entre guillemets, ce sur quoi on me reprit à plusieurs reprises, en disant hey, mais c'est pas grave, l'important c'est qu'elle a du charisme, qu'elle envoie beaucoup de choses, et le fait qu'elle ait pas de motivation, qu'elle veuille juste faire ça pour le plaisir d'être une connasse, je trouve que c'est rafraîchissant, un peu cool. Alors, j'aurais tendance à être relativement d'accord avec vous si c'était vraiment ce que le film appuyait, mais ce n'est pas, en tout cas, pas clairement indiqué. Au début, elle en veut juste au royaume d'avoir été snobée pour une naissance royale. C'est tout. Et à la limite, on peut se dire que c'est juste l'excuse qu'elle a trouvée pour s'en prendre à eux. Mais à ce moment-là, si c'est juste pour appuyer qu'elle veut foutre la merde et qu'elle a trouvé enfin une excuse pour le faire, j'estime que ça aurait mérité d'être un peu clarifié, de montrer qu'elle ne cherche que le chaos et à faire chier les autres simplement parce que ça lui plaît. Et ça se ressent pas à 100% pour moi. J'ai pas l'impression d'avoir affaire à une espèce de grande méchante chaotique qui veut juste foutre la merde. J'ai légèrement le sentiment qu'elle est réfléchie, qu'elle est un peu mue par des motivations, des envies qui ne seraient pas juste j'ai envie d'emmerder le monde parce que je suis le Joker, vous voyez, ce genre de truc. C'est pas suffisamment clarifié que c'est un méchant chaotique et c'est tout pour que ce soit complètement justifié qu'elle n'ait pas de motivation. Et c'est ce qui fait que je ne suis pas complètement derrière la menace du personnage parce que spoiler, je vous le dis tout de suite, Maléfique, le personnage en lui-même, sera bien plus haut et en point positif
qu'on se comprenne bien, hein. C'est pas parce que ses motivations sont un peu discutables que je trouve que le personnage est mauvais, loin de là. Mais ces petits trucs qui font que je suis pas totalement pris dans la menace, le conflit posé, tout simplement parce que j'ai pas ce sentiment d'être mis au parfum quant à ce qui motive la méchante. Et c'est un petit peu important, ça. Numéro 9, Disney nous sort son premier prince, un tant soit peu étoffé. Philippe est pas vraiment un personnage extraordinaire quand on le compare à d'autres, mais franchement, quand on le compare à ce qui a été fait avant, c'est-à-dire le prince de Blanche-Neige, de Cendrillon, et même en règle générale, l'amoureux ou l'amoureuse de service du protagoniste ou de la protagoniste, ça a jamais été très poussé, c'était juste là pour être un peu la récompense. C'est un peu le premier personnage qui est censé être le beau prince qui va sous la situation de l'héroïne, entre guillemets, on va se pencher un petit peu plus là-dessus, qui a une personnalité qui est un peu développée, à qui on donne vraiment du caractère. De façon d'être un peu maladroite, j'imagine qu'avec un certain point de vue, on peut considérer qu'il est un peu lourd lorsqu'il aborde Aurore pour la première fois, mais il a du répondant, il a un peu de naturel lorsqu'il s'adresse à son père, et lorsqu'il vient combattre Maléfique à la fin, on n'a pas l'impression d'avoir juste affaire à une belle armure qui viendra sauver la situation, mais à un personnage un petit peu développé, étoffé, qui a des motivations derrière les enjeux qu'il porte. Et je trouve que c'est intéressant, et pour une première dans ce qui a été fait en termes d'amoureux de protagonistes Disney, je trouve que ça mérite vraiment d'être appuyé. Et c'est dommage quand à côté on a Aurore qui ne fait que subir. Point numéro 8. Alors, je pense que dans l'idée, il faut juste voir Aurore comme la pauvre victime des circonstances qui l'entourent, une jeune fille qui n'a jamais eu l'occasion de prendre des décisions pour elle-même et qui a toujours été portée dans tous ces trucs qui lui tombent dessus. Mais ce n'est pas satisfaisant d'avoir juste ça, pour qu'à la fin, elle ne joue aucun rôle, qu'elle n'appuie même pas ce côté « j'en ai marre de n'avoir aucun choix, aucune décision à prendre en fait dans tout ce qui me tombe sur la gueule ». Et c'est ça le truc. C'est censé être l'héroïne de l'histoire, mais ce n'est pas l'héroïne. C'est la damoiselle en détresse qui sert de MacGuffin presque. J'exagère le trait, vraiment, mais c'est pas beaucoup plus que ça. Parce que, en dépit d'avoir un tout petit peu de personnalité lorsqu'elle rencontre le prince, c'est un petit peu ce petit truc que je peux lui allouer, au-delà de ça, c'est une potiche qui subit. Et c'est dommage, franchement dommage, hein. J'imagine qu'on veut appuyer un peu l'innocence du personnage là-dedans, mais ça la rend pas intéressante en tant qu'héroïne. Mais je comprends que ce n'est pas du tout ce que le film veut faire passer, c'est pour ça que ce n'est pas un point très haut placé, mais je peux pas dire une seule seconde que c'est rien non plus. C'est un petit problème lorsque la tête d'affiche, la Belle au bois dormant, est relativement plate à suivre. D'ailleurs, point numéro 7, on avait déjà fait une bonne partie de ça avec Blanche-Neige. Je crois avoir déjà vu ça dans un film. J'ai fait ce petit parallèle à quelques reprises avant, je sais même pas si c'était dans cette vidéo, enfin dans mon Disneyfield ou sur une autre vidéo, mais oui, c'est difficile de ne pas faire de parallèle entre Blanche-Neige et Cendrillon, c'est-à-dire la jeune fille pure que la méchante finit par avoir à cause d'un sortilège et qui se fera sauver par le fringant prince qui viendra l'embrasser pour la sortir de ce maléfice. À la décharge du film, c'est pas quelque chose de copier-coller par rapport au film Disney en soi, ça vient des contes de base. Mais c'est aussi le petit truc à pointer là-dedans, c'est que oui, vous avez adapté deux contes qui ont quand même un développement très similaire pour leurs héroïnes. Il n'y a pas que ça, évidemment, il y a d'autres choses à côté. Ce n'est pas que ça qui définit Aurore et Blanche-Neige, qu'on soit bien d'accord, il y a des différences notables. Mais c'est une configuration qui n'est pas banale. Et ça donne des enjeux dans le fait de devoir sauver cette personne qui sont
un peu trop similaires et pas très longtemps après leur premier film. C'est pas un truc qui s'est fait genre 50, 60 ans après. Et le ton est un peu le même. Si je parle là-dessus même, il y a quelques petits éléments qui sont empruntés à Cendrillon avec les 3 fées qui sont censées s'occuper d'elle, avec leur pouvoir magique, l'aider à aller un petit peu mieux. Bon, c'est clairement pas joué de la même façon, mais je peux pas m'empêcher de voir ce côté un peu ressassé, répété de ficelles un peu trop spécifiques. Il y a des ficelles très notables qui sont reprises à de nombreux moments dans les films Disney, mais là quand même c'est très précis quoi. Finir endormi à cause d'un sort et se faire réveiller par un baiser de prince charmant tout de même. Sachant qu'en plus je dis ça, j'ai parlé des contes, mais c'est pas exactement comme ça que ça se passe dans Blanche-Neige, hein, elle se fait pas réveiller par un baiser de prince charmant. À la base dans le conte, enfin c'était pas laquelle version, je sais, il y a 50 000 versions, enfin bref, je vais pas m'y pencher des plombs. C'est ces détails qui font que dans le déroulé principal, dans les enjeux une fois de plus, il y a ce côté légèrement réchauffé qui n'aide pas à 100% l'immersion dans l'histoire. C'est un petit peu dommage. Mais c'est rattrapé par numéro 6, une ambiance très particulière assez propre à ce film. Alors, quand je parle d'ambiance, c'est dans le visuel et la musique. Et je parle pas du fait que visuellement c'est joli et qu'il y a de bonne musique. Voilà, ça joue, ça fait partie un petit peu du tout. Et c'est surtout par rapport à l'atmosphère que ça renvoie. Rien que l'intro, il y a cet aspect un peu fresque qui ressort dans la présentation et la musique très solennelle qui va avec, qui donne une personnalité assez propre à ce film que j'ai vu dans aucun autre Disney de façon claire. N'hésitez pas à me pointer un film Disney qui fait un peu pareil. Il y a peut-être vaguement le tout début de Merlin l'Enchanteur, et encore très vite ça part sur quelque chose de très différent, alors que là la mise en place, la présentation un peu fresque, un peu plus romanesque dans les décors, la présentation des plans et la musique d'accompagnement qui est tirée un peu de musique classique qui donne un ton un peu particulier à l'ambiance musicale, je trouve que ça donne une personnalité dans l'ambiance, donc assez particulière à ce film, en dépit d'avoir une histoire qui n'a pas beaucoup de spécificité par rapport à ce qui a été fait avant. Ah, pas beaucoup, il y en a quand même un petit peu, hein, faut pas exagérer, hein, notamment certains personnages dont je parlerai plus tard évidemment, mais il y a moins de personnalité propre dans l'histoire, mais il y a beaucoup plus de personnalité propre dans l'atmosphère. Voilà. Si je devais résumer à peu près, et c'est un point assez important ça, c'est ce qui fait que ça m'a plus marqué que pas mal d'autres films de cette période qui n'ont pas dépassé les 13 sur 20 pour moi. Il y a ce ton un peu particulier qui vous fait entrer dans une époque et un film qui se démarque. Numéro 5, la scène stupide où les fées se font choper. Ce moment ridicule où elles se battent comme des chiffonnières sur comment préparer un gâteau, une robe, etc. Ça en fait des caisses. Ce moment un peu gaguesque, exagéré, où on joue sur l'humour des personnages à outrance. Et qui n'est pas ultra drôle pour moi. Mais s'il y avait que ça, ce ne serait pas placé aussi haut. Et si c'est placé à ce niveau-là, c'est en grande partie, en très grande partie, parce que c'est l'excuse pour que Maléfique sache où elle se trouve. Elles font les idiotes, alors qu'il reste très peu de temps avant le jour fatidique pour Aurore, et c'est à cause de ça qu'elles se font repérer. À leur place, dans leur tête, ce serait ultra logique de se dire on va faire exceptionnellement gaffe, encore plus gaffe qu'avant, pour ne pas se faire voir. Ça fait des plombs qu'on n'a pas utilisé de magie pour pas être repéré. Il reste quelques jours, mais qu'est-ce que vous branlez ? Pourquoi vous célébrez l'anniversaire de cette fille ? Même, c'est quoi le principe ? Pourquoi la ramener au château le jour même où doit leur arriver cette merde ? Pourquoi pas attendre le lendemain au passage ? C'est un détail à la con, j'ai un problème avec ça aussi, mais bon, le problème vient pas tellement de là, du fait qu'elles font les idiotes, et que c'est censé être l'élément déclencheur pour permettre à la méchante de savoir où était sa proie.
En gros, et si elles n'avaient pas été stupides, s'il n'y en avait pas eu cette scène ridicule gaguesque, eh ben, Maléfique l'aurait eu dans le cul plus ou moins, elle aurait rien su. Bon, bien entendu, pour le besoin du scénario, il aurait fallu trouver une autre excuse pour qu'elle sache, quelque chose de plus subtil peut-être, mais... Ouais, la façon dont c'est montré, c'est un peu forcé et ridicule, et c'est dommage parce que, au-delà de l'aspect grossier de cette scène et du côté un peu gaguesque des personnages, je mets les trois fées en point numéro 4. Ce sont d'excellents personnages de soutien que j'aime beaucoup, qui portent le film à de nombreux moments. Pour moi, je le redis, ce sont plus ou moins les vraies héroïnes de ce film, celles qui accomplissent le plus contre Maléfique, alors qu'elles ont moins de pouvoir qu'elle. Elles essayent de jouer sur leurs pouvoirs qui sont pas anodins, en sachant pertinemment que c'est pas au même niveau que la grande méchante. Et on sent vraiment l'implication de ces trois femmes. Elles veulent faire en sorte que tout se passe bien pour Aurore, même si c'est maladroit, même si c'est un peu con par moment, elles veulent bien faire et elles n'essayent à aucun moment de rejeter la responsabilité ou la faute sur qui que ce soit concernant ce qui est important à gérer, contrairement à cette grosse merde de reprise du remake qui est la plus grosse insulte, je le redis. Elles sont ultra proactives déjà pour accompagner un petit peu tout le château à dormir en plus d'Aurore afin de lui permettre d'avoir une vie et pas juste de continuer à dormir sans vieillir alors que tous ses proches crèveraient. Je trouve que c'est quand même un petit peu fort d'arriver à faire ça, de penser à elle en dépit des saletés qui lui arriveront. Et elles sont ultra proactives pour aider Philippe et participer à la défaite de Maléfique. C'est pas juste Philippe qui se bat contre Maléfique, elles participent, elles œuvrent avec lui. Elles sont ultra proactives et oui, leur dynamique comique est pas parfaite, c'est pas la plus drôle qui soit, mais ça peut marcher à plusieurs moments, hein. C'est drôle à de nombreux moments, c'est quelque chose qui me plaît bien ça. Je trouve qu'elles portent bien le film, ce sont de très bons personnages pour aider à suivre l'intrigue, surtout le côté léger, mais même quand c'est pas léger, elles sont là, et elles sont prêtes à faire beaucoup. Alors qu'à côté, on a pour numéro 3 Stéphane et Hubert qui nous font un peu perdre notre temps. Oui. Alors, c'est particulièrement irritant avec Stéphane, même plus que dans le film Maléfique, si on parle là-dessus, dans un sens, dans le traitement, parce que c'est quelqu'un quand même qui a perdu de vue sa fille pendant 16 ans, 16 ou 18 ans, je sais plus, il me semble que c'est 16 ans, pour la protéger de la menace maléfique. Et qu'est-ce qu'on en fait? Un guignol. On va passer plus de temps d'ailleurs sur le roi Hubert, donc le père de Philippe, et qui va juste être là pour alléger ces petits moments où ces inquiétudes au bout du compte seront complètement secondaires et on s'en fout royalement. Il est un peu inquiet au début, 2-3 moments rapidement après coup, et sinon bah, on fait les guignols. Il y a Hubert qui est un petit peu regardez comme je suis un petit peu excentrique, et ils font les guignols en se battant avec des poissons. Cette scène est la plus naze de tout le film, de loin pour moi. J'ai un problème assez important avec la scène des trois fées qui se battent comme des chiffonnières, et c'est grave, mais cette scène en particulier, c'est la perte de temps ultime de ce film. Et ça fout en l'air tout l'aspect émotionnel fort de cette situation par rapport à ce personnage. C'est ultra irritant, je déteste cette scène. C'est d'autant plus irritant que la mère d'Aurore, franchement, fait tellement tapisserie à côté. Bonjour, j'existe! Elle a genre une réplique et après, rien. Rien, on s'en fout d'elle. Je veux dire, c'est encore pire, je trouve, dans le film Maléfique à cet égard-là, le manque de respect, mais c'est juste... Il y a quelque chose de tellement fort là-dedans qui a été 1000 fois mieux réussi en ce qui me concerne dans Réponse, par exemple. Dans Réponse, on appuyait tellement bien ce manque, cette absence, ces émotions ressenties par les deux personnages lorsque leur fille n'est plus là depuis autant de temps. Là, on le fait tellement pas. Alors qu'il y avait clairement moyen d'appuyer de l'émotion sincère, efficace, et on le fait pas.
C'est irritant, vraiment irritant la façon dont c'est géré ça. Numéro 2, Maléfique, une évidence. Une méchante qui a la classe. Elle a à la fois un côté imposant lorsqu'elle s'énerve, lorsqu'elle devient sérieuse, et à la fois un côté très sadique dans la façon de jubiler de ce qu'elle fait. Elle a énormément de réactions qui sont vraiment prenantes et je comprends aisément les gens qui la placent genre numéro 1 des plus grands méchants Disney. Elle est dans mon top 10 sans problème, hein, je rappelle, elle est géniale. Et elle s'est montrée en plus de ça le niveau de sa menace, hein, lorsqu'elle finit enfin par maudire Aurore, ce moment qui est beaucoup apprécié par beaucoup de gens, que je trouve bien sans plus, un peu lent sur les bords, mais qui est quand même bien fait, efficace par rapport à la menace qu'elle représente. Et évidemment, sa transformation de fin qui est vraiment un des moments les plus iconiques de tout ce que Disney a fait. Elle est une méchante de légende. Un moment que j'adore, c'est lorsqu'elle fait part de son plan à Philippe, en appuyant bien à quel point elle va se délecter de la misère qu'elle va mettre en place avec son petit délire. Elle sait être vraiment vache à un niveau assez jouissif lorsqu'on aime ce genre de méchant. Ça fait 66 ans qu'elle existe, elle n'est pas prête de ne plus être iconique. Elle est iconique. Et c'est facilement un des meilleurs points. Et c'est pas loin du numéro 1 de la liste, peut-être à cause du côté, ça me manque un petit peu, ces motivations un peu plus précises, je ne le cache pas, mais bon, c'est surtout parce que le point numéro 1, c'est le grand combat final contre elle. Oui, le combat final est une des scènes d'action, si ce n'est la meilleure scène d'action Disney jamais faite. L'échelle, Philippe qui doit lutter contre déjà la nature qu'elle a créée, cette nature viciée qu'elle a créée, puis elle qui finit par se mettre en avant et prendre sa forme de dragon noir, qui fout les jetons, qui crache du feu de façon ultra classique, mais qui s'impose, qui coupe le souffle. On est 100% avec Philippe à ce moment-là, sur ce plan-là. Et même s'il y a quelques coups de moulinet qui vont un peu vite, je me suis déjà un tout petit peu tendu là-dessus pour la blague, ça reste épique, prenant et particulièrement satisfaisant de voir après ce combat dantesque, le héros aidé une fois de plus par les trois fées, c'est vraiment tous les personnages importants qui s'entrechoquent, arriver à se débarrasser d'elle avec un coup bien porté. Ce moment où elle finit par tomber et avoir son dernier râle, c'est là, c'est iconique là aussi, c'est une scène de légende. Une scène de légende, et qui n'est pas passé loin de mon top 10. Il y a tellement de grandes scènes Disney, je pense qu'il est pas loin de mon top 10, il est dans mon top 15 ce moment-là. Il y a tellement de moments forts dans Disney que c'est très difficile de faire vraiment le topo de tout ce qui est meilleur, hein. Je sais que je suis déjà un petit peu étendu là-dessus pour revenir un peu rapidement sur mon top 10 des meilleures scènes Disney. Celle-là est vraiment pas loin. Voilà, pour la prochaine fois, je pense que je vais faire un petit sondage sur 3-4 choix. Peut-être pas tout de suite, je verrai un petit peu. Et ce sera très certainement des conclusions de saga. Je pense que je vais partir là-dessus. J'ai plus exactement la liste des films que j'ai en tête. Il me semble déjà qu'il y a Toy Story 4, mais je suis pas sûr. Mais voilà, je vais faire un petit peu le topo de tout ce qui a été fait et qu'est-ce qui n'a pas encore été traité en fin de saga. Ça pourrait être intéressant à voir et je pense que ça devrait un petit peu vous intéresser à voter. On verra bien. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt pour de futures vidéos. Bye!